Bonjour à tous, capsule juridique numéro 165 du 22 juin 2023. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada, du Chili, de l'Espagne et de la France. Au Canada tout d'abord, un tribunal militaire indépendant a récemment considéré que l'obligation vaccinale imposée aux militaires violait les droits des militaires, droits qui sont contenus dans une charte des membres des forces armées. Et ce tribunal considérait également que la politique à l'égard des militaires qui refusaient l'injection était d'une part arbitraire et d'autre part trop large. La décision date du 30 mai et est évoquée par un article du site The Epoch Times. Le tribunal indépendant a considéré, je cite, « Je conclus que la limitation du droit des plaignants à la liberté et à la sécurité de la personne par la politique de vaccination des forces armées du Canada n'est pas conforme au principe de justice fondamentale parce que la politique à certains égards est arbitraire, trop large et disproportionnée. » Fin de citation. Ce tribunal, désigné par les initiales MGERC, est, comme l'explique l'article, un tribunal administratif indépendant qui examine les griefs des militaires et fournit des conclusions et recommandations au chef d'état-major et aux militaires qui soumet la demande. Ces conclusions ne sont toutefois pas contraignantes pour les juridictions militaires elles-mêmes. Dans cette procédure, lancée par un caporal-chef en février 2022, l'avis est donc rendu après un peu plus d'un an. Ce comité a en outre estimé que l'équité procédurale fondamentale avait été perdue de vue dans les mesures de coercition à l'encontre des soldats. L'avis précise également, je cite à nouveau, « Aucune place n'a été laissée à l'examen d'autres facteurs tels que les représentations du membre ou les états de service du membre. Ce processus était fondamentalement injuste envers les membres des forces armées. » Fin de citation. L'article est assez long, je vous suggère d'aller le lire si vous voulez en savoir plus. Reste à savoir à présent comment la juridiction militaire elle-même va trancher, et l'article se termine sur le paragraphe suivant, je cite à nouveau, « Comme remède adéquat, le rédacteur de cet avis a déclaré que les forces armées canadiennes devraient déclarer que toutes les directives concernant la vaccination contre le Covid-19 sont invalides, ainsi qu'annuler toutes les actions administratives contre les membres des forces armées à la suite des directives. Certains plaignants demandent également des excuses pour l'atteinte à leurs droits fondamentaux. Il appartient aux forces armées de présenter de telles excuses s'il estime que c'est approprié de le faire. » Fin de citation, et donc affaire à suivre. Au Chili, à présent, un groupe d'opposition a lancé une procédure contre le ministre de l'Éducation, un certain Marco Antonio Avila. L'article qui relaye l'information n'est pas très précis sur la nature de la plainte. Il semble qu'il s'agit de critiquer la constitutionnalité de mesures prises en matière d'éducation sexuelle dans les établissements d'enseignement, ça c'est certain, mais ce qui est imprécis, c'est le caractère pénal ou purement administratif de la procédure elle-même. On peut lire notamment dans l'article, je cite, « Parmi les revendications, les politiques du ministère en matière d'éducation sexuelle ressortent. L'opposition accuse le ministre de violer le droit constitutionnel des parents à éduquer leurs enfants suite à la rédaction de 2 guides sur l'éducation non sexiste et les identités de genre. » Fin de citation. Comme vous voyez, c'est vraiment la même chose partout dans le monde. Voilà, sur le même sujet d'ailleurs, je viens de voir passer un document assez amusant. Alors, il me semble, vu la source qui me l'envoie, il me semble être assez fiable. Donc en gros, la France voulait envoyer très clairement un ambassadeur des droits LGBT+ au Cameroun, et le Cameroun a envoyé une lettre diplomatique disant qu'elle avait l'honneur de signifier à la France son opposition pour toutes activités initiées et programmées par ce fameux ambassadeur qui s'appelle Jean-Marc Berton au Cameroun pour la période du 27 juin au 1er juillet 2023. En gros, c'est donc aller au diable. Voilà, tout simplement. En Afrique, ce genre de propagande marche nettement moins bien. Voilà, alors je reviens à mes explications. C'était un petit ajout qui m'est venu à l'esprit pendant que je vous parlais. Alors en Espagne à présent, des plaintes pénales sont introduites en masse dans le scandale des enfants volés. Il faut savoir que pendant et après la période franquiste, et donc même jusqu'à la fin des années 80, des dizaines de milliers de bébés, jusqu'à 300 000 selon certaines estimations, ont été littéralement volés dès leur naissance à leur famille biologique pour être élevés dans des familles franquistes au début, donc pour on va dire des convictions entre guillemets politiques, un peu eugénistes aussi puisqu'il s'agissait de purifier la race, puis dans des familles qui payaient tout simplement pour ça après la fin de la dictature. Jusque-là ignorées ou dénigrées, les familles et les enfants eux-mêmes, devenus grands, ont tenté de faire la clarté. Et soudain, alors que des informations sortent partout dans le monde sur les trafics humains, ça semble bouger là aussi, de manière plus rapide qu'avant, et c'est en train de devenir enfin un scandale d'État. Alors je vous mets sous ma capsule des liens vers 2 vidéos qui expliquent très bien ce terrible trafic, qui parlent aussi de l'association qui a été constituée par un des enfants devenus adultes qui a voulu faire la clarté sur ses origines. C'est très intéressant, c'est très effrayant aussi,
Mais donc là aussi ça bouge et ça méritait d'être signalé. Vous verrez donc au début il s'agissait bien d'eugénisme et de purification raciale, comme je le disais il y a un instant, donc au départ sous Franco, et puis ensuite c'est simplement un trafic juteux pour une espèce de mafia de psychopathes aidés par des médecins, du personnel médical et l'Église. Vous verrez qui joue, en tout cas l'Église, en tout cas certains de ses membres, qui jouent un rôle très, très important dans ce trafic. Et une pensée évidemment à toutes ces familles qui sont enfin entendues. Je vous incite réellement à visionner ces vidéos, c'est très très intéressant. Je connaissais en gros l'histoire, mais je ne connaissais pas les détails. Et visionner les vidéos était vraiment très intéressant, donc vraiment je vous le conseille. En France à présent, dans un jugement du 19 juin, le tribunal de commerce de Paris vient de rendre une décision dans la procédure qui opposait François au journal Le Monde. En effet, le journal Le Monde avait publié un avis parlant de François donc et disant, je cite, « Ce site diffuse un nombre significatif de fausses informations et ou d'articles trompeurs. Restez vigilants et croisez avec d'autres sources plus fiables. Si possible, remontez à l'origine de l'information. » Par ailleurs, un des journalistes du Monde, William Oduro, qualifiait quant à lui le site de François de blog conspirationniste. Et François ne s'est donc pas laissé faire. Après avoir gagné la première procédure qui concernait sa reconnaissance comme organe de presse, j'en avais parlé il y a quelques mois, elle a maintenant assigné devant le tribunal de commerce, estimant qu'il s'agissait de pratiques de concurrence déloyale et plus précisément de dénigrement entre concurrents, puisque François et Le Monde sont tous les deux des médias. Alors, cette procédure vient de déboucher sur un jugement qui a été rendu le 19 juin, qui est accessible en intégralité sur le site de François, sur le lien dont que je reproduis sous ma capsule. Et le tribunal de commerce a accueilli cette argumentation de François, considérant lui aussi que ses propos constituaient un acte de dénigrement condamnable. Il condamne Le Monde à une somme de 25 000 € de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et je vous lis un petit extrait du jugement, puisqu'il ne faut pas bouder son plaisir. Je cite. « Dans les faits, le tribunal retient que les propos auxquels François fait grief au Monde constituent un dénigrement du service qu'elle offre au public, dès lors que ceux-ci excèdent manifestement la mesure qui seule aurait été susceptible d'anéantir la faute. En effet, le tribunal relève que le site François dispose bien à ce jour d'un agrément auprès du CPPAP, donc ça c'est la procédure dont je vous parlais il y a un instant, qui avait été clôturée il y a quelques mois, et rien ne permet de présager de la perte de cette qualité dès lors que pour la soutenir. Le Monde prétend à tort que la demanderesse ne disposerait pas de journalistes ayant une carte de presse. Ces propos tenus par le Conseil du Monde se sont révélés inexacts. 2 représentants de François présents dans la salle ayant justifié à l'audience de la validité de leur carte de presse. Le Monde relevant toutefois qu'il ne s'agirait que de pigistes. Le tribunal retient que ces personnes ont bel et bien une carte de presse. Donc à ce niveau-là, l'argument du Monde, c'était de dire, en fait, vous n'êtes même pas journaliste, puisque vous n'avez pas de journaliste dans votre équipe. Et bien, ça a été démontré au tribunal que, en tout cas pour deux personnes, c'était faux, qu'il y avait bien des cartes de presse. En second lieu, la qualification de fausse information n'est aucunement démontrée, s'agissant des articles ou informations prétendument fausses, selon le décodex du Monde, dès lors que les propos litigieux ne sont combattus par aucune information contraire objective en parallèle. Un avis contraire, fût-il exposé à la majorité des avis d'autres personnes, ne saurait ainsi être qualifié de faux, et ce d'autant lorsque d'autres scientifiques se les approprient. Il relève de la libre information, et Le Monde n'a pu, à l'audience, en dépit de ces très nombreuses pièces, justifier d'aucune information manifestement fausse, telle qu'elle pourrait résulter par exemple de l'affirmation « la Terre est plate », ce qui est cru par un nombre non négligeable de personnes. Donc je vous traduis ce paragraphe puisque de nouveau la formulation n'est pas très claire. En gros, Le Monde n'a pas pu démontrer qu'il existait sur le site de François des affirmations manifestement inexactes, et dès lors, la qualification de fausse information était clairement un acte de dénigrement. Je poursuis la citation. Il en résulte que la qualification pour un média de renom bénéficiant de la confiance des lecteurs d'attention moyenne et non avisée de fausses informations s'agissant du site de François dépasse la mesure à laquelle tout opérateur est tenu en critiquant un concurrent et lui cause ainsi un préjudice d'image indéniable. Nouvelle traduction de ma part. Le Monde a une certaine réputation, il a des lecteurs, je cite, d'attention moyenne et non avisée. C'est plutôt une bonne formulation. Et en utilisant les termes de bloc complotiste, etc., et de fausses informations sur son propre média, Le Monde a pu induire en erreur ses propres lecteurs et a dépassé la mesure normale de critique d'un concurrent.
Donc il a causé à François un préjudice. Je cite à nouveau. De surcroît, l'absence de datation de cette qualification lapidaire n'étant pas datée sur le décodex du Monde laisse présumer la constance de son appréciation négative, sans aucune mesure eu égard aux articles et informations diffusés par François, ce qui renforce la portée de la mise en garde du lecteur et amplifie l'absence de mesure du Monde à l'égard de François, décidément. Je traduis à nouveau. Dans la mesure où le Monde n'avait pas en plus visé de manière spécifique l'une ou l'autre information sur le site de François que le Monde estimait fausse, eh bien, ça laisse entendre au lecteur du Monde que cette qualification s'applique à toutes les informations publiées sur le site de François. Donc de ce fait-là, le Monde a dépassé la mesure de la liberté d'expression qui aurait été tolérable. Enfin, je cite le dernier paragraphe, le tribunal retient également que les termes associés de fausses informations sont bien susceptibles de qualification pénale dans l'esprit du public, qui peut mesurer la gravité de la diffusion de tels messages et nuire à la légitimité du média libre visé, ce qui est contraire à notre démocratie, sanctuarisant la pluralité des sources d'information constituant notre paysage médiatique. Eh bien, retraduction dans ce cas-là, dans la mesure où délivrer et diffuser de fausses informations est une infraction pénale, les propos tenus sur le site du journal Le Monde à l'égard de François pouvaient laisser penser aux lecteurs du journal Le Monde que François se rendait coupable d'infraction pénale. Et de ce fait-là, c'était de nouveau un propos qui était contraire à notre démocratie, puisque celle-ci implique justement une variété d'informations et des sources d'informations dans le paysage médiatique. Décidément, le jugement est très bien fait en fait, mais manifestement, sa formulation aurait pu être plus simple pour le public. Voilà donc encore une belle victoire. J'imagine que le Monde va faire appel, mais déjà une très très belle victoire à ce niveau-là. Enfin, pour terminer, je signale qu'un document établi par plusieurs médecins et avocats circule sous le titre, je cite, « Pourquoi demander une autopsie après le décès d'une personne vaccinée avec un vaccin entre guillemets à ARN messager? Quels examens réclamés afin d'établir le lien de causalité entre l'injection et le décès ?» Point d'interrogation. Ont notamment participé à la rédaction de ce document, côté avocat, maître Jean-Pierre Joseph et maître Virginie Diarojo-Recchia, côté médical et scientifique, les docteurs Banoun, Delépine, mari et femme, le docteur Escarguel, le docteur Gaillet, le docteur Baudru et le docteur Sabatier. Ainsi est-il précisé d'ailleurs que de nombreux scientifiques et cliniciens souhaitant rester anonymes. Le tout sous la coordination du juriste Jean-Luc Duhamel, avec qui Virginie et moi sommes en contact régulier depuis le début de cette hystérie pandémique. Ce document est surtout destiné à être utilisé par les avocats et les médecins, mais il doit circuler de façon massive afin de permettre, si possible, autant d'autopsies que possible. Ce rapport est donc destiné précisément à appuyer votre demande. Gardez-le sous le coude, faites circuler le document avec ou sans les explications de ma capsule. Ce document qui fait 71 pages a été mis à jour le 18 juin 2023, donc il y a quelques jours, publié notamment sur le canal Telegram de Virginie Diarojo-Recchia. Je l'ai moi-même relayé ensuite et j'ajoute à ça un lien vers un site officiel français sur les procédures à suivre, donc à qui faut-il faire ce type de demande. Et je terminerai de mon côté avec une petite citation, je cite « La liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. Ce droit parmi tous les droits est la hantise des tyrans. C'est le droit qu'ils attaquent en premier, car ils connaissent son pouvoir. » Fin de citation, c'est attribué à un certain Frédéric Douglass. Et ce Frédéric Douglass, avec 2 S à la fin, était un ancien esclave qui a réussi à s'instruire puis à s'enfuir à l'âge de 20 ans, après 12 ans d'esclavage, ça avait commencé pour lui à 8 ans. Il est devenu ensuite éditeur, fonctionnaire américain et bien sûr abolitionniste, donc il a lutté contre l'esclavage. Ce monsieur savait donc de quoi il parlait. N'arrêtez jamais de vous exprimer, plus on vous en empêchera, plus vous devrez continuer. Et en attendant, tenez bon, le barrage continue à se fissurer de tous les côtés. Donc on va y arriver, même si je vous accorde que c'est vraiment très 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 long. À très bientôt, au revoir.